Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vivons actuellement l'une des journées les plus folles, les plus paradoxales et les plus dangereuses de l'histoire géopolitique moderne. Nous sommes au 24e jour de cette guerre totale au Moyen-Orient, et ce mardi 24 mars 2026 devait être le jour de l'apocalypse énergétique. Souvenez-vous, samedi soir, Donald Trump posait un ultimatum implacable de 48 heures à l'Iran. Son exigence ? La réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Sa menace, écrite en lettres majuscules sur son réseau Truth Social, était terrifiante. Faute de réouverture, les États-Unis allaient frapper et anéantir les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. L'échéance de cet ultimatum tombait cette nuit. Mais aujourd'hui, à quelques heures seulement de la fin de ce compte à rebours fatidique, c'est le coup de théâtre absolu. Alors que les bombes israéliennes continuent de pleuvoir sur Téhéran et Beyrouth, et que la Croix-Rouge alerte sur un risque de catastrophe nucléaire, Donald Trump a pris la planète entière de court en annonçant un report de ses frappes et des négociations secrètes. Résultat, les marchés financiers deviennent totalement fous, le prix du pétrole s'effondre dans un mouvement d'euphorie, mais sur le terrain militaire, le bain de sang et les destructions d'infrastructures s'intensifient. S'agit-il du plus grand coup de bluff diplomatique du XXIe siècle pour manipuler les marchés à l'aube d'une crise mondiale? Ou sommes-nous vraiment aux prémices d'un accord historique? Installez-vous confortablement, nous allons décrypter ensemble cette journée de bascule, détail par détail, car les informations qui nous parviennent des deux camps sont totalement contradictoires. Reprenons le fil des événements. L'ultimatum de Donald Trump visait le cœur énergétique de l'Iran. S'il avait été mis à exécution, Washington menaçait de rayer de la carte des infrastructures géantes comme la centrale de Damavand, la plus grande du pays qui couvre 193 hectares au nord-est de Téhéran, ou encore celle de Neka et de Qazvin. Pour appuyer cette menace, le Pentagone a d'ailleurs ordonné le déploiement en urgence de 2200 marines américains, dont l'arrivée dans la zone du commandement central au Moyen-Orient est prévue pour ce vendredi. Le rouleau compresseur américain semblait en marche. Mais soudain, le revirement. Sur Truth Social, Donald Trump annonce avoir donné l'instruction à son département de la guerre de reporter de 5 jours toute frappe militaire. La raison invoquée ? Des discussions très fructueuses et constructives en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient. Lors d'un point presse en Floride, juste avant de s'envoler pour Memphis, le président américain a fait des déclarations fracassantes. Il a affirmé qu'un changement de régime était déjà automatiquement en cours en Iran, justifiant cela par le fait que les capacités militaires iraniennes auraient été détruites à hauteur de 90% et que tous les représentants du régime ont été tués. Trump est allé jusqu'à affirmer que Téhéran était d'accord pour se passer définitivement de l'arme nucléaire et renoncer à son stock d'uranium enrichi. Selon les médias américains comme Axios, ces négociations secrètes feraient intervenir l'Égypte, le Pakistan et la Turquie comme médiateurs face aux émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Certains alliés occidentaux ont immédiatement salué cette percée. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré que le Royaume-Uni était au courant de ces discussions. En Allemagne, le chancelier conservateur Friedrich Merz a publiquement exprimé sa gratitude, se disant reconnaissant envers Donald Trump pour avoir ouvert la possibilité de contact direct avec la direction iranienne. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitry Peskov, a également sauté sur l'occasion pour plaider que seule la voie politique et diplomatique pouvait désamorcer cette situation catastrophique. Mais attention, il y a un hic gigantesque. Du côté de l'Iran, ces déclarations sont balayées d'un revers de main. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, un ancien maire de Téhéran, ex-commandant des gardiens de la Révolution et proche de la plus haute sphère du pouvoir, a formellement démenti. Son message sur X est cinglant. Aucune négociation n'a eu lieu avec les États-Unis. De fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël sont enlisés. Un démenti d'ailleurs soutenu officiellement par le ministère iranien des Affaires étrangères et les agences de presse locales Phare et Mer. Pour Téhéran, ce report des frappes n'est pas le fruit d'une négociation, mais simplement le signe que Washington recule face aux menaces de représailles iraniennes. Et si l'objectif de Trump était purement économique, on peut dire que c'est un succès retentissant à court terme. À l'annonce de ce report de frappe, le marché s'est emballé. Antoine Andréani, analyste marché pour XTB France, résume parfaitement la situation. C'est une journée folle. Le baril de Brent, la référence internationale pour l'or noir, qui avait dangereusement grimpé de plus de 14%, a littéralement plongé. Il a clôturé en baisse de près de 11%, repassant sous la barre psychologique des $100, à 99,94 $ exactement. Dans la foulée, les bourses européennes ont rebondi spectaculairement. Paris a pris 2,45%, Francfort a bondi de 3,24%. Mais ne nous y trompons pas, derrière cette euphorie boursière de quelques heures, la réalité physique sur le terrain énergétique est d'une gravité absolue.
Le détroit d'Ormuz, véritable artère jugulaire de l'économie mondiale, est le point névralgique de cette guerre. Face aux menaces américaines, le centre de commandement interarmé iranien Qatam al-Anbiya a été très clair à la télévision d'État. Si les États-Unis frappent, le détroit sera complètement fermé et ne rouvrira pas tant que l'Iran n'aura pas reconstruit ses centrales. L'Iran a même menacé de truffer l'intégralité du golfe Persique de mines navales dérivantes si ses côtes venaient à être attaquées. Et dans les faits, le blocus silencieux a déjà commencé. Les chiffres sont accablants. Selon la société d'analyse Kpler, du 1er au 21 mars, les transporteurs de marchandises n'ont effectué que 138 traversées dans le détroit. C'est une baisse vertigineuse de 95% par rapport au temps de paix. Les seuls navires qui osent encore passer sont majoritairement iraniens ou sous pavillon chinois et grec. Sultan Al-Jaber, le patron de la compagnie pétrolière émiratie ADNOC, a poussé un cri d'alarme retentissant depuis la conférence CERA Week au Texas. Il a qualifié la militarisation du détroit par l'Iran de véritable terrorisme économique contre tous les pays. Même écho du côté français. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, prédit des prix du gaz naturel liquéfié très élevés d'ici l'été et le mois de septembre, au moment critique où l'Europe devra remplir ses stocks pour l'hiver. Face à ce blocus, la compagnie ADNOC Gas aux Émirats a déjà dû annoncer des ajustements opérationnels temporaires sur sa production. La panique gagne donc les gouvernements mondiaux qui tentent de limiter la casse. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a prévenu qu'au moins 40 sites énergétiques ont été gravement endommagés au Moyen-Orient et qu'aucun pays ne sera immunisé. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé être mobilisé pour soutenir la trésorerie des entreprises. L'État a officiellement demandé à la raffinerie normande de Gravenchon d'augmenter rapidement et temporairement ses capacités de production pour sécuriser l'économie. La situation est si tendue que le taux d'intérêt de la dette française à 10 ans a bondi à 3,81%, son plus haut niveau en séance depuis 2009, les marchés redoutant un retour de l'hyperinflation en zone euro. Ailleurs, les mesures d'urgence s'enchaînent. La Suède annonce une réduction temporaire des taxes sur l'essence et le gazole dès le 1er mai. La Grèce débloque un chèque d'urgence de 300 millions d'euros pour subventionner les carburants et les engrais. La Chine a dû ordonner une limitation administrative des hausses de prix de l'essence. Et pendant ce temps, le Japon, pourtant ultra-dépendant, refuse de plier et affirme qu'il n'envisagera pas de demander l'autorisation à l'Iran pour faire passer ses propres pétroliers. Seul le sultanat d'Oman tente désespérément de négocier la mise en place d'un passage sécurisé. Pendant que Donald Trump joue la carte diplomatique et que l'économie mondiale vacille, sur le terrain militaire, il n'y a absolument aucune désescalade. Bien au contraire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé avoir parlé à Donald Trump aujourd'hui, mais son message est sans ambiguïté. Dans une allocution vidéo, il a martelé qu'Israël était déterminé à protéger ses intérêts vitaux en toutes circonstances, et que les frappes allaient continuer, tant en Iran qu'au Liban. Et les actes ont suivi les paroles. Tôt ce matin, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une large vague d'attaques en plein cœur de Téhéran, ciblant les infrastructures du régime. Les agences iraniennes ont rapporté de très puissantes explosions dans le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale, provoquant de larges coupures de courant et dépépanages de fumée noire. Plus au sud, face au détroit d'Ormuz à Bandar Abbas, un transmetteur radio stratégique iranien a été frappé et détruit, faisant un mort et un blessé. Les États-Unis ne sont pas en reste, le commandement central américain ayant annoncé avoir frappé une usine de moteurs de drones à Qom. Le front libanais est lui aussi le théâtre d'une violence inouïe. Tsahal se prépare à une guerre d'usure. Le porte-parole de l'armée, le général Efi Defrin, a prévenu qu'Israël devait s'attendre à encore plusieurs semaines de combat. Le chef d'état-major Eyal Zamir a confirmé que l'opération contre le Hezbollah ne faisait que commencer et que les opérations terrestres ciblées allaient s'intensifier. Des ministres d'extrême droite, comme Bezalel Smotrich, appellent même désormais ouvertement à un redécoupage des frontières et à l'annexion du sud du Liban. Concrètement, l'armée israélienne détruit méthodiquement la logistique adverse. Des ponts vitaux reliant le sud et l'est du Liban ont été bombardés aujourd'hui, notamment le pont de Dalafa et celui de Kasmiyeh sur le fleuve Litani. Tsahal a également annoncé la capture au sol de 2 combattants de la force d'élite Al-Radwan du Hezbollah, qui s'apprêtaient à tirer un missile anti-char. La guerre psychologique bat son plein. L'armée israélienne appelle directement les maires des villages frontaliers libanais pour leur ordonner de chasser de force les centaines de milliers de civils déplacés qui ont fui les zones chiites. À Beyrouth, la banlieue sud a de nouveau été pilonnée ce soir. Pire encore, une frappe chirurgicale a visé un appartement dans la zone résidentielle de Tazmieh, un quartier censé être sécurisé abritant des diplomates et proches du palais présidentiel, tuant un commandant de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranien. Mais cette guerre de très haute intensité engendre aussi un chaos interne. Tsahal a dû publier les conclusions d'une enquête terrible. Le civil israélien Ofer Moskowitz,
tué dimanche dans sa voiture près de la frontière libanaise, n'a pas été victime d'une roquette du Hezbollah. Il a en réalité été tué par des tirs d'artillerie de ses propres soldats israéliens, suite à ce que l'armée qualifie de plusieurs défaillances graves et erreurs opérationnelles. Face à ce déchaînement de violence et ces risques de débordement constants, la Croix-Rouge internationale a tiré la sonnette d'alarme. Sa présidente, Mirjana Spoljaric, a averti le monde entier que nous étions sur le point d'atteindre un point de non-retour. Son angoisse absolue, que les dommages causés aux installations nucléaires lors de ces frappes ne deviennent totalement irréversibles. L'onde de choc de ce conflit se fait désormais ressentir dans chaque capitale du monde. La tension déborde largement des frontières d'Israël et de l'Iran. L'Arabie Saoudite a de nouveau été ciblée. 2 missiles balistiques ont visé la région de Riyad. L'un a été intercepté, l'autre s'est écrasé dans le désert. À Bahreïn, le ministère de l'Intérieur a dû déclencher les sirènes d'alerte suite à de fortes explosions ressenties dans le pays. En Syrie, la guerre par procuration continue. Une faction irakienne pro-iranienne a tiré cette roquette sur une base de la coalition internationale anti-djihadiste dans la région de Hasakeh. Ironiquement, un autre groupe influe, les brigades du Hezbollah en Irak, a annoncé suspendre ses attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad pour 5 jours supplémentaires. En Europe, la situation sécuritaire se dégrade. Le Royaume-Uni a officiellement convoqué l'ambassadeur d'Iran à Londres, dénonçant des actions dangereuses et déstabilisatrices sur son propre sol, et a déployé davantage de systèmes de défense aérienne dans le Golfe. La France, de son côté, réitère par la voix d'Emmanuel Macron son appel à un moratoire sur les frappes énergétiques. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, poursuit sa tournée stratégique. Après les Émirats arabes unis, elle est aujourd'hui au Qatar pour rappeler que l'important dispositif militaire français déployé dans la région l'est dans une logique totalement défensive pour rassurer ses partenaires. Un soutien crucial alors que le plus grand porte-avions américain, l'USS Gerald Ford, a dû quitter les opérations pour se replier vers la Grèce après un incendie mystérieux en mer Rouge, s'attirant d'ailleurs les foudres du Sénat américain. Preuve que le conflit touche le monde entier, à New York, des manifestations ont éclaté à Times Square contre la guerre. En Inde, dans la région du Cachemire, la communauté musulmane chiite s'organise et lève des fonds en soutien à l'Iran. Pour conclure, où en sommes-nous exactement au terme de cette 24e journée de guerre? Nous sommes face à une réalité totalement fracturée. D'un côté, nous avons un Donald Trump qui s'autoproclamait faiseur de paix, annonçant le report de ses frappes destructrices et se félicitant d'un prétendu accord de dénucléarisation pour rassurer les marchés financiers et faire baisser le prix du pétrole. De l'autre côté, nous avons une réalité cauchemardesque, un Iran qui dément catégoriquement toute négociation et menace de miner le détroit d'Ormuz, une économie mondiale au bord de la rupture énergétique, et une armée israélienne qui, forte de l'appui américain, intensifie au contraire ses destructions terrestres et aériennes à Téhéran et à Beyrouth en prévision d'une guerre longue. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui est fondamentale. Pensez-vous que Donald Trump dit la vérité et que l'Iran est secrètement en train d'accepter une défaite diplomatique historique? Ou bien assistons-nous à une gigantesque manipulation financière de Washington, destinée à gagner du temps pendant qu'Israël poursuit son offensive militaire quoi qu'il en coûte? L'avenir du monde, du prix de notre énergie à notre sécurité globale, se joue dans les prochains jours. Laissez-moi votre avis argumenté dans les commentaires. Je les lis tous et c'est un débat absolument crucial. Si cette enquête approfondie vous a aidé à y voir plus clair dans le brouillard de cette guerre, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui aide le plus la chaîne à survivre face à l'algorithme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses géopolitiques en direct. Prenez soin de vous, et à très vite.